Elle-même me dit, on va faire comment? On va vous prendre comme ça, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix, on vous prend comme ça. Mais ne l'oubliez pas, nous vous aimons, hein, nous vous aimons là. D'un amour sincère, donc il n'y a aucun souci. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment hâte que ce mois de mars là passe, hein, parce que là, les femmes ont décrété ce mois, tout le mois de mars, voilà, leur fête. Leur mois. Donc, oui, mais c'est pas grave, hein, comme il reste quelques jours encore, donc souffrez. Voilà. Mais préparez-vous, hein, à partir du 1er avril, ça va être chaud. Le 1er avril, c'est notre mois en fait, toute l'année, donc d'accord. Voilà. Alors, il est avec nous hein, quasiment tous les mercredis. C'est Monsieur Jean-Claude Bado, magistrat de formation. C'est vrai que quand il n'est pas là, bon, évidemment, il y a d'autres collègues qui viennent nous éclairer hein, tout à fait quant à leur domaine. Ce domaine, c'est passionnant également. Alors aujourd'hui, le thème, c'est les actions qui naissent de l'infraction pénale. C'est de cela qu'il va s'agir, Monsieur Bado. Oui. Alors, votre réveil s'est bien passé, je suppose? Oui, bon, je me suis bien réveillé en tout cas. Et depuis vos différents passages, est-ce que vous avez des réactions en ville? Oui, on a des échos qui sont positifs. Un de ces matins même, j'étais là pour une émission et puis le directeur général de la RTB même a dit la même chose. Il était là pour voir un peu comment le travail se faisait. Et à l'occasion, il m'a vu dans la salle d'attente et il m'a dit qu'en tout cas, ils reçoivent des échos positifs, des professionnels comme des profanes. Là, c'est lui-même qui me l'a dit. Et moi, personnellement, j'en ai reçu à plusieurs reprises. Voilà, ça fait plaisir alors. Okay. Alors donc, on va tout aller donc, au thème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les actions qui naissent de la, de la commission d'une infraction pénale? Je dirais que à la commission d'une infraction pénale, deux types d'actions naissent. Il y a l'action publique et l'action civile. Alors, l'action publique, l'objet donc de l'article 1er du Code de procédure pénale. Et cette action est mise en mouvement et exercée par les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs et leurs substituts au niveau du parquet de premier niveau. Et les magistrats du parquet, c'est aussi les magistrats qui sont au niveau du ministère public, au niveau des hautes cours, des cours d'appel et autres. Voilà. Donc, cette action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public et les fonctionnaires auxquels la loi a accordé de tels pouvoirs. Alors, cette action publique est mise en mouvement dans le but de sanctionner le ou les auteurs de l'infraction pénale. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'action publique? L'action publique, c'est le fait, par exemple, pour le procureur d'engager des poursuites contre, je ne sais pas moi, l'auteur d'un viol. Ça, c'est l'action publique qui en marche comme ça, contre l'auteur du viol. Maintenant, pour en venir à la seconde action qui naît toujours de la commission d'une infraction, là, c'est l'action civile. Elle est mise en mouvement par la personne qui a été victime de l'infraction, ses ayants droit ou les personnes qui ont souffert en tout cas du fait de l'infraction. Et elle a pour but de réparer le préjudice causé du fait de l'infraction. Voilà. Si on prend par exemple les cas dont je viens de parler tout de suite, l'auteur du viol est poursuivi par le canal de l'action publique et par le procureur. Alors, la victime du viol, elle peut profiter au cours de la procédure, demander des réparations. Si elle a été blessée, il faut qu'on la soigne, et éventuellement des dommages-intérêts. Voilà. On remarquera plus loin peut-être que l'action publique peut être mise en mouvement par certaines personnes, certaines catégories de personnes ou d'autorités, mais son exercice restera plus ou moins une prérogative exclusive du ministère public. C'est-à-dire que vous pouvez déclencher une procédure contre quelqu'un, mais ce n'est pas à vous d'aller actionner voilà, tout au niveau des rouages de la justice. Voilà, donc, c'est les magistrats du parquet qui vont actionner, donc exercer l'action publique. Et je l'avais dit plus tôt, il y aura d'autres types de fonctionnaires qui pourront engager des poursuites et même exercer l'action publique, mais ce n'est pas à tout fonctionnaire que ce pouvoir est accordé. Ce n'est pas à tout fonctionnaire? Non. Et pourquoi? Par exemple, si je prends
les fonctionnaires des eaux et forêts. Oui. Ils sont compétents, par exemple, pour faire constater des infractions dans leur domaine, faire dresser des procès-verbaux, saisir leur chef hiérarchique qui, à leur tour, saisissent le procureur du FASO pour exercer l'action publique après qu'elle ait été mise en mouvement déjà. Okay. Donc, c'est pour dire que il ne suffit pas d'être un fonctionnaire pour pouvoir prétendre à ce genre de pouvoir. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les autorités judiciaires, par exemple les magistrats du parquet, vous avez dit ça, qui sont là pour gérer, en fait, pour donner suite à ces actions dont vous venez de parler. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les deux types d'actions, oui. La gestion de ces actions ou le fait de pouvoir donner leur suite, ça appartient essentiellement à des magistrats. Oui. Mais dans le grand groupe de magistrats, il y a ceux qui sont du siège et ceux qui sont du parquet. Par exemple, ceux qui sont du parquet, eux, leur mission essentielle, c'est les poursuites. Essentiellement, les poursuites. Essentiellement les poursuites pénales et ils requièrent l'application de la loi dans tout ce qui est pénal ou tout ce qui intéresse l'ordre public. Oui. Voilà. Maintenant, les magistrats du siège, et c'est les juges au sens large du terme, et ils sont saisis, par exemple, par la victime d'une infraction, et à l'occasion d'un procès, c'est eux qui vont donner vraiment la suite à l'action civile. Par exemple, vous avez été victime d'un viol, vous avez demandé 50 millions, le juge va dire que voilà, je pense que c'est un peu trop. Voilà. Et puis il va arbitrer et trouver un montant qu'il estime juste, voilà, raisonnable. Voilà. Donc, quand je dis juge, par exemple, le viol, il ne fait pas l'objet de jugement immédiatement, parce que le viol est un crime. Il y a une instruction au premier degré, ensuite une seconde instruction, après il y a les assises. Maintenant, comme j'ai parlé de juge au sens large, c'est y compris ceux qui jugent au premier niveau et ceux qui jugent au second niveau. Voilà. Il y a bien une différence, hein? Voilà, il y a une différence parce que le premier niveau, généralement, c'est le tribunal. Et le second niveau, c'est la cour d'appel. Par exemple, les juges du premier niveau, ils jugent et lorsque une ou toutes les parties ne sont pas d'accord avec ce que le juge du premier niveau a dit, il peut faire appel et le dossier est réexaminé au fond, en tout cas, devant le juge d'appel qui va réexaminer le dossier pour voir qui a raison, est-ce que le premier juge avait bien statué, voilà, et il va se prononcer. Donc, les juges du premier niveau et du second niveau, ils font en gros le même travail, mais ce n'est pas au même degré. Pas au même degré, oui. Et si à ce niveau, au second degré, on n'est pas toujours satisfait du jugement rendu. Ben, si on n'est toujours pas satisfait, on peut faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation, maintenant, à la seule différence qu'au niveau du pourvoi en cassation, les magistrats qui sont là-bas, ils ne jugent pas le dossier au fond. Ils vont essayer de voir est-ce que la loi a été respectée, est-ce que les procédures ont été respectées. Si c'est, depuis le début, hein, voilà. Non, à partir du moment où ils ont été saisis, voilà, puisque ils statuent avec le dossier lorsqu'ils quittent la cour d'appel. Ils ne vont pas aller examiner le dossier au niveau du premier degré. Et ils examinent la décision qui est sortie du second degré et maintenant ils vont se prononcer et ils diront si oui ou non la loi a été respectée ou pas. Donc si elle n'a pas été respectée, ils vont casser la décision et la renvoyer pour qu'on puisse réexaminer à nouveau, et le plus souvent, dans une autre formation, que ce ne soit pas les mêmes qui avaient statué, et ce soit d'autres pour que quand même les choses puissent aller mieux. Donc on fait appel à d'autres juges pour venir... On peut, par exemple, vous prenez une cour d'appel, il y a plusieurs formations. Voilà, si telle formation a statué qu'il y a problème, on peut casser l'arrêt et puis renvoyer devant une autre formation qui va se former pour la circonstance, pour gérer. Et dans certains cas assez rares, notamment en matière administrative, toutes les formations, toutes les chambres peuvent se réunir. Alors là, vous imaginez que lorsque toutes les chambres se réunissent pour un dossier, c'est que naturellement, c'est un dossier qui requiert une certaine importance. Tout à fait, tout à fait. Donc, alors, on va donc revenir un peu sur ce que vous disiez avant la question de Oumou. Oui. Alors, quelle est l'utilité justement de la distinction ainsi opérée? La distinction entre l'action publique et l'action civile est certes importante, parce qu'elle figure même dans la loi. Les articles 1er et 2 du Code de procédure pénale en parlent.
Alors, si le législateur lui-même en parle, alors c'est que cela est nécessaire et que cela est utile et nécessaire. Alors, maintenant, les utilités sont de plusieurs ordres. Maintenant, si on veut examiner un peu les utilités et en arriver à savoir pourquoi le législateur a fait ces distinctions, on pourrait déjà commencer à s'interroger sur l'utilité même, donc, ou l'existence même de l'action publique. Rappelez-vous, l'action publique existe, mais elle n'existe pas éternellement. Voilà. Elle existe, à un moment donné, elle va cesser d'exister. L'infraction est commise aujourd'hui, l'action publique naît aujourd'hui. Et en naissant, elle naît aussi en même temps avec l'action civile. On peut dire que c'est, pour caricaturer, c'est deux actions jumelles, mais qui ne se ressemblent pas. Alors on dira que c'est des fausses jumelles. Elles naissent au même moment. Maintenant, l'action publique, comme je l'ai dit, elle n'est pas pour exister de façon éternelle. Si vous avez été victime d'un vol, il y a de cela 30 ans, ben vous ne pouvez pas saisir un procureur pour qu'il donne suite à votre plainte. Ça ne marchera pas. Si vous avez été, je ne sais pas moi, violé, vous avez laissé aussi 30 ans, vous ne pouvez pas saisir un magistrat pour que ça ait une suite. Un magistrat du parquet. Voilà, donc on en vient à la question de prescription, ou en français facile, d'extinction, c'est-à-dire de l'action publique. L'action publique existe et à partir d'un moment donné, elle s'éteint. Oui, mais combien d'années Voilà, si on prend les 3 catégories d'infractions dont nous avons eu à parler il y a de cela des mois, tout à fait, oui. Les crimes, les délits et les contraventions. Alors, il faut savoir que pour les crimes, au-delà 10 ans, il faut 10 ans pour qu'il y ait prescription. C'est-à-dire que si un crime est commis en l'an 2000 et que aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les présumés auteurs ou auteurs, et on laisse en 2011, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. Si on prend le cas du délit, voilà, par exemple un vol, une escroquerie, un abus de confiance. Voilà, un vol est commis en l'an 2000. 3 années après, si rien n'a été fait, on ne pourra plus rien faire. Une contravention, vous avez été verbalisé, ou bien vous avez en tout cas fait l'objet d'une contravention, et puis il n'y a pas eu de suite, on ne vous a pas poursuivi pour que vous payiez, tout est resté comme ça, silencieux. 2 ans après, on ne pourra plus vous poursuivre pour le paiement d'une amende quelconque, parce que la prescription est acquise à votre profit. Donc la prescription d'une amende, c'est de 2 ans, d'un délit... non, c'est-à-dire au-delà d'un an. C'est pris 2 ans pour aller très loin. Sinon, même si les faits sont passés le 1er janvier 2010, maintenant, au 1er janvier 2011, c'est prescrit, puisqu'on compte d'année civile en année civile. 1er janvier 2010, 31 janvier 2010. À partir du 1er janvier 2011, c'est prescrit. Voilà, vous pouvez invoquer royalement ça et puis ça va marcher. Alors, y a-t-il une solution si on est, par exemple, en situation de maladie pendant la période, vous avez tout à Non, mais vous imaginez que pour 10 ans, pour un crime, je ne sais pas quelle maladie vous allez avoir pendant 10 ans pour que vous ne puissiez pas faire quelque chose. Et ensuite, en matière d'infraction, on n'est pas forcément le seul à pouvoir actionner au niveau donc de la mise en mouvement de l'action publique. Même un de vos enfants, voilà, parce que au milieu d'une procuration, si vous le voulez, bien, peut mettre en mouvement l'action publique, porter plainte au motif que, par exemple, vous êtes sur un lit d'hôpital. Tout le monde s'accorde à accepter quand même qu'on ne va pas demander à un malade gravataire de venir lui-même porter plainte. Voilà, il suffit que la plainte émane de lui, c'est lui qui a signé, mais ce n'est pas lui qui dépose. La plainte est bel et bien recevable. Si on prend le cas du délit, c'est 3 ans. On se dit quand même, bon, en 3 ans, on a suffisamment le temps pour mettre en mouvement l'action publique, quitte à ce qu'elle soit exercée maintenant par le ministère public. Il en va de même un an pour les contraventions. Maintenant, en ce qui concerne toujours les intérêts liés à la distinction action publique, action civile, alors, j'ai parlé des prescriptions de façon générale. Il y a des infractions pour lesquelles la prescription ne répond pas au principe que j'ai évoqué plus haut. Par exemple,
en matière de diffamation, en matière d'injures publiques, en matière d'adultère et autres. Voilà. La prescription, qui sont des délits, la prescription, au lieu d'être de 3 ans, c'est de 3 mois plutôt. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que le législateur estime que si vous pensez que vous avez fait l'objet d'une diffamation, vous ne devez pas attendre. Ouais, là, ça va vite, hein. Immédiatement, vous devez agir vite. Vous pensez que vous avez fait l'objet d'une diffamation, c'est 1 an après que vous voulez porter plainte, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Puisqu'on connaît la date du fait qualifié de diffamatoire, ben, vous avez 3 mois pour agir. Et vous comprenez aisément que si vraiment c'est une diffamation, toute chose qui vous a fait mal, vous devez être prompt à agir. Bien sûr, C'est tout à pourquoi fait. on a estimé que pour ces types d'infractions, alors 3 mois suffiraient pour actionner l'action publique. D'accord. Voilà. Et je pourrais continuer en disant que l'action publique, puisqu'on parlait de son début et de sa fin, peut s'éteindre aussi par la transaction. C'est-à-dire? La transaction, par exemple, vous avez commis une infraction, voilà, celui qui peut engager la poursuite contre vous, alors, il décide, soit de sa propre initiative ou sur sollicitation, vous pouvez demander. Oui. Voilà, mais il s'agit bien de catégories d'infractions bien précises. Par exemple, on vous a pris en flagrant délit de braconnage dans un parc ou une réserve protégée. Oui. Ben, vous avez tué un animal, d'abord même dans la réserve protégée, ce qui n'est pas normal, ou bien vous avez tué une femelle tout aussi qui est interdite, ben, vous négociez à ce que, bon, vous êtes prêt à payer une amende, et puis bon. D'accord. Puisque quand vous négociez, c'est que vous savez que quand vous allez payer l'amende, l'action publique va s'éteindre et il n'y aura plus de poursuite. Mais encore faut-il que la loi ait prévu la matière dans laquelle ce genre de transaction est possible. Vous ne pouvez pas voler et demander à ce qu'il y ait une transaction pour laisser tomber. Voilà, tuer quelqu'un, encore moins. Donc là, ça ne marchera pas. Alors maintenant, en ce qui concerne toujours l'action publique, Oui, on va aller un peu vite, oui. qui peut mettre en mouvement, qui peut mettre en mouvement l'action civile, il s'agirait des matières du ministère public et puis des fonctionnaires auxquels la loi a accordé de tels pouvoirs. L'action civile, ce serait essentiellement la victime, ses ayants droit et toutes les personnes qui ont souffert du fait de l'infraction. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la procédure pénale en partant d'un exemple un peu Précis. simple à comprendre pour nos téléspectateurs? Si vous voulez qu'on parte d'un exemple simple à comprendre, peut-être que je vais vous demander de me proposer des exemples et puis je vais voir lequel des deux me paraît simple avant de pouvoir raisonner à partir de cet exemple. D'accord. De la procédure Quel exemple? pénale. D'infraction? Infraction. Ben, prenons directement le vol. Ok. Si on prend le vol qui se trouve être d'ailleurs l'infraction la plus répandue, hein, voilà, la plupart de ceux qui traînent en prison, beaucoup y sont pour le vol. Tout à fait. Voilà, c'est Ben, une on les voit infraction. d'ailleurs hein, à travers les Voilà. différentes éditions de... De sorte que quand on journal. voit quelqu'un à la Mako, pour le cas de Ouagadougou, beaucoup pensent qu'il a volé. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Quand bien même c'est leur nombre qui est plus grand. Voilà. Maintenant, si on prend une infraction comme le vol, c'est un délit. Et la loi a prévu que le délit de vol est puni de la peine de prison de 1 an à 5 ans C'est long. et ou d'une amende de 300 000 à 1 500 000. Oui. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous faites l'objet d'une poursuite pour des faits de vol, je vais prendre les différentes hypothèses qui peuvent se présenter. Oui. Vous êtes poursuivi, rien ne prouve que c'est vous. Donc, le juge va apprécier votre dossier D'accord. après que le ministère public, représenté par le procureur ou ses substituts, ait engagé la poursuite Des contre procédures, vous. tout à fait, oui. Alors, vous vous retrouvez devant le juge pour vous défendre. Lui, il doit apprécier les faits en fonction de ce qu'il y a dans son dossier devant lui Oui. et des débats qui vont se faire devant lui. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs ce qui est écrit devant lui, ne lit pas le juge. Ce n'est pas parce que vous avez reconnu au violon en enquête préliminaire que vous avez déjà, que vous êtes le voleur, que le juge est lié. Hein. C'est les débats qui vont déterminer sa religion. Donc vous êtes devant le juge, plusieurs hypothèses se présentent. Après les débats, le juge peut estimer que l'infraction pour laquelle vous avez été poursuivi n'est pas constituée. D'accord. N'est pas Alors- constitué, c'est-à-dire... C'est-à-dire que les éléments qui font que l'infraction doit exister ne sont pas réunis, donc l'infraction n'existe même pas. D'accord. Conséquence, il va vous relaxer pour infraction non constituée.
Le juge peut estimer aussi que il est dans une situation d'embarras. Tantôt, il est tenté de croire que c'est vous, le voleur. Tantôt, il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas vous. Lui-même juge, il n'est pas suffisamment éclairé. Et pour ne pas, donc, prendre le risque, entre guillemets, d'envoyer un innocent en prison, il vous relaxe au bénéfice du doute. D'accord. Mais là, Alors, il y a plusieurs hypothèses. Oui. Peut-être que vous voulez que j'écoute, sinon il y a plein d'autres hypothèses. On peut y aller parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Voilà. On peut y aller. Il y a d'autres hypothèses. Hein. On vous relaxe au bénéfice du doute. Quelqu'un même peut se permettre de faire appel lorsqu'il est relaxé au bénéfice du doute, alors que d'autres ne cherchent que ces occasions pour s'en tirer bien. Parce qu'il va dire non, vous m'avez relaxé au bénéfice du doute. Moi, je ne suis pas le voleur, donc moi, je pense que j'ai intérêt à ce qu'on démontre même que ce n'est pas moi. Le doute là même, ça ne m'arrange pas. Je préfère qu'on aille plus loin pour établir que ce n'est pas moi. Me mettre hors de cause. Avec donc des preuves, ça, c'est encore plus intéressant parce que le doute, ça veut dire que vous n'êtes pas blanchi. Hein, ça veut dire que vous êtes flou dans une situation floue et on a préféré vous relaxer pour ne pas avoir sur sa conscience peut-être d'avoir mis quelqu'un, un innocent en prison. On préfère vous laisser. Maintenant, le juge peut aussi vous condamner à une peine qui se trouve être dans la fourchette prévue par la loi. Par exemple, j'ai dit 1 à 5 ans. Donc, toute peine de prison qui va se situer entre 1 an et 5 ans, ça marche, c'est légal. Et j'avais dit dans les peines qui étaient prévues, j'avais dit ou une peine d'amende. C'est-à-dire le juge pourra vous condamner aussi à une peine d'amende, pourvu que l'amende soit dans les fourchettes normales. Et ça marche. Voilà. Et ensuite, le juge pourra vous condamner également avec sursis. C'est-à-dire que vous êtes reconnu coupable, c'est comme si c'est une chance qu'il vous donne pour que vous n'ayez plus vraiment à revenir. C'est une menace qui plane sur vous. Le sursis, alors on vous dit, si vous revenez dans le laps de temps de 5 ans, vous allez purger ce qui est écrit sur ou ce qu'on vous a annoncé tout de suite. Et ensuite, pour la nouvelle infraction, on va l'ajouter. Donc, c'est un gros risque qui pèse sur vous. Vous avez intérêt à vous comporter très bien, faire attention très très bien pendant les 5 années qui vont suivre. Voilà, sans souhaiter que vous ne reveniez d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs hypothèses qui se présentent. Et puisque je vois que il y a trop de choses à dire, tout à fait. Sinon, et malheureusement, Oumou l'a dit, il nous reste encore quelques petites minutes. On n'a vraiment pas assez le temps. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de M. Bienvenu Claude Bado, qui est donc magistrat de formation, dans le cadre de la rubrique chronique judiciaire. Et comme thème aujourd'hui, les actions qui naissent de l'infraction pénale. Alors, M. Bado, dites-nous, que se passera-t-il si la victime d'une infraction décède au cours de l'infraction et qu'elle n'a ni héritier ni parent connu? Bon, je dirais que cette question n'est pas seulement un cas d'école, voilà, parce que on pourrait poser des questions juste pour faire des réflexions, voir comment est-ce que ça pourrait se résoudre. Mais cette question est par moment une réalité. Voilà. Si je prends l'exemple des personnes, des malades mentaux, qu'on appelle fous, on peut se lever un matin, on trouve un fou, on sait qu'il a fait l'objet d'un assassinat, par exemple, on l'a égorgé. Voilà, ça ne peut être que le fait d'une personne humaine, voilà, pas une personne morale. Donc, on se rend compte qu'à ce moment, le fou, le plus souvent, il n'a pas de parents connus. Et beaucoup de gens n'aiment pas, en tout cas, réclamer le fou comme étant des leurs. Donc, le fou n'a pas généralement des parents connus, encore moins des héritiers. On va dire des familles. Voilà. Quand bien même le fou pourrait avoir un héritage à léguer. Voilà, parce qu'il y a des gens, avant de tomber dans la folie, avaient des biens d'une certaine importance. C'est vrai. Voilà. Ce n'est pas parce que ces personnes sont devenues folles que rapidement, il faut commencer à dissiper leurs biens, à mettre ça en héritage. L'héritage ne s'ouvre que par les décès de celui dont on hérite. Voilà, donc on ne peut pas déjà commencer à tout de suite à dissiper ses biens. Voilà. C'est bien. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour dire qu'on peut se retrouver dans certaines situations où la victime de l'infraction est décédée ou morte au cours de l'infraction ou du fait de l'infraction. Alors, si on disait que c'est elle seule qui devait se plaindre, vous voyez naturellement qu'il n'y aura plus de procédure pénale. Maintenant, dans ces cas,
les magistrats du parquet essentiellement dans ce genre d'hypothèses, les officiers de police judiciaire, puisque vous avez dit qu'il n'a pas de parents. C'est eux qui pourront mettre l'action publique en mouvement. D'accord. Et l'action publique, comme je l'ai dit toujours, ce serait ici dans le but de rechercher les ou les auteurs et éventuellement les arrêter pour ensuite leur infliger une peine pénale à travers une procédure pénale qui serait engagée par les magistrats du parquet éventuellement. Et c'est sur ces propos que nous allons vous dire merci, en tout cas du passage encore aujourd'hui. Je rappelle que le thème abordé aujourd'hui, c'était, si je puis dire, les actions qui naissent de l'infraction pénale. Alors on va encore vous dire merci et puis vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous. Et voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine. Donc vous restez avec nous, nous allons vous accompagner en musique et c'est la troupe Denke Denke de Loudalan. Abode